toutes, bonsoir à tous. C'est la semaine des musées belges, même si on est déjà jeudi, mais il reste quelques jours. Et une photo pour commencer. Regardez, Bruxelles vient d'accrocher un tout nouveau musée à son Panthéon, déjà bien rempli pourtant, le musée de la frite, on ne rigole pas. 900 mètres carrés en plein centre-ville pour, ouvrez les guillemets, offrir une expérience ludique, interactive et gourmande, clame fièrement son fondateur, déjà propriétaire d'ailleurs du musée du chocolat. Et il ajoute sans sourciller, le monde des musées a évolué. Évoluer, oui, on est bien d'accord, mais vers quoi? Vers une simple attraction touristique ou alors une expérience aussi, pour reprendre cette expression un petit peu à la mode? Allez, plus sérieusement, et derrière cette caricature, il y a tout de même de vraies questions qui se posent aujourd'hui sur l'avenir de nos musées, à l'heure notamment où le numérique est de plus en plus puissant et invasif aussi. Alors comment faire évoluer justement ces temples des muses, comme le disaient les Grecs classiques, ces muséums, comment les rendre plus attractifs, plus imaginatifs aussi, tout en respectant bien sûr leur vraie mission de base, on va les rappeler ce soir. Avec quel modèle économique aussi, parce que c'est le nerf de la guerre, modèle environnemental aussi, il faut en parler. Toutes ces questions et beaucoup d'autres vont être abordées avec nos invités. Tout d'abord Claire Leblanc, bonsoir Claire. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Merci. Pour le musée d'Ixelles, dont vous êtes la directrice. Ouais. En chantier pour l'instant, mais on avance. En chantier, on avance vraiment. On avance, ouais. Il y a une chanson comme ça, je crois, d'Alain Souchon. Bon, allez, on y croit. On va en parler. En face de vous, Erika Tchiak. Bonsoir, Erika. Alors vous êtes là pour, entre autres, la semaine des musées belges, mais cette carte magique, on va en parler encore dans l'émission. Elle fonctionne bien, cette carte, le Pass Museum, ça fonctionne bien? Absolument. On a déjà plus de 220 000 détenteurs de pass. Ouais. Le prix, très vite? 64,95 €. J'aime bien les 95. C'est pourquoi les 95? C'est pour pas dire 65? On appelle ça price charming, mais jamais. Non. D'accord. Bon, ça marche. Vous expliquerez tout ça. Grégory Van Albroek est avec nous. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Vous avez fermé la porte de votre maison. C'est pas n'importe quelle porte, c'est la maison Anon pour venir ici évidemment, puisque vous allez la rouvrir. Comment ça va? Ça se passe bien la maison Anon? Très très bien. Ouais. Un peu en chantier aussi, je crois. Un peu en chantier pour encore plusieurs années, mais ça plaît au public justement. Ouais. Et donc là, on peut aller quand même visiter, notamment depuis moins de 2 ans, les collections et les expositions. Et puis Julien Stachewski, j'y arriverai. Bonsoir Julien. Bonsoir. On est ravi de vous avoir, vous pour Brussels Museum, c'est ça? C'est une fédération en fait. Oui, c'est la fédération de 125 musées et institutions muséales qui sont sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il y a 125 musées à Bruxelles? Alors, c'est la définition de musée, si vous me lancez là-dessus, on fait une autre émission. Mais donc, musée, institution muséale, parce qu'il y a des institutions que nous, on considère comme muséales, mais qui ne sont pas reconnues comme musées. Exemple? La Centrale, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, le Wills, ils sont membres chez nous. D'accord. Ce n'est pas des musées comme on l'entend classiquement, mais... Oui, qui ne sont pas reconnus par une instance officielle. D'accord. Allez, on va parler de tout ça. On commence avec le 50e anniversaire du musée Van Buren. Ça, c'est un vrai musée, on est d'accord. Oui. Vous connaissez tous, c'est un très beau musée. Et puis, comme c'est le printemps, on va pousser la porte du jardin. Regardez. Elle se cache entre les fleurs et la verdure de ce gigantesque jardin. Elles sont faites de bronze ou de pierre et ont chacune leur histoire, comme la naïade du sculpteur bruxellois Henri Puvray. C'est ce qu'on appelle une statue en taille directe. Donc c'est un bloc de pierre que le sculpteur décide de tailler lui-même, directement et tout seul. Alors qu'à l'époque, évidemment, on avait beaucoup de sculptures. Le sculpteur faisait un modèle et puis on confiait ça à un praticien, donc un technicien. Ces statues ont un seul point commun. Elles datent toutes de l'entre-deux-guerres, une période fondatrice pour l'art déco. L'exposition se passe dans les jardins, mais aussi dans le musée Van Buren, qui date lui aussi de ces années-là. C'est le voyage dans le temps le plus complet. Déjà, la maison est un vrai voyage dans le temps, puisque chaque chose est à sa place depuis près de 100 ans. C'est tout à fait inédit, pas de reconstitution, pas de déménagement. Et là, on vient injecter une nouvelle vision des œuvres qui sont contemporaines et qui montrent différents aspects de la création artistique de l'époque. Et la sculpture, ce n'est pas que des bustes. Des œuvres en 2 dimensions sont aussi exposées. La médaille reste de la sculpture. Et objectivement, voilà, il nous a semblé que l'art de la médaille, la numismatique, valait la peine d'être également représenté dans cette exposition. De retour dans le jardin pour s'intéresser à des sculptrices, car les années 20 ont vu les premières femmes se professionnaliser dans ce domaine.
Celle-ci s'intitule La douleur d'Yvonne Serreus. À son avis, une femme n'interprète pas un corps féminin comme le ferait un homme. Et donc elle pense que la représentation du corps féminin a véritablement, je dirais, un atout si c'est une femme qui s'en charge. Ce voyage 100 ans en arrière démarre ce jeudi et vous aurez jusqu'à la fin de l'été pour contempler ses œuvres dans ce cadre hors du temps. Voilà, c'est magnifique, hein, le musée Van Buren. Je ne sais pas si vous avez déjà été, mais bon, vous oui, hein, j'ai l'impression, Oui. hein, quand même. C'est vrai que c'est un endroit Magique. magique et peu méconnu. Mais ça, c'est votre, pas responsabilité, mais c'est votre boulot de le faire connaître, effectivement. Comment on focalise l'attention, j'allais dire, du public sur ce genre de musée où on n'irait peut-être pas comme ça spontanément. On n'est pas Place Royale, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a plusieurs moyens de faire ça. Déjà, on les référence sur notre site. Donc, si vous voulez visiter un musée à Bruxelles, vous venez sur le site Brussels Museum. Brussels Museum, qui fête ses 30 ans, je m'empresse de le dire. Oui, tout à fait. Ouais. Mais après, on fait aussi des événements de mise en valeur, comme Museum Night Fever au mois d'octobre. On va en parler. On va en parler. Les Nocturnes des musées, qui sont tous les jeudis soirs pendant cette semaine, qui viennent de se terminer. On a aussi 2 passes pour amener des visiteurs dans les musées. Donc là, j'ai les 2 responsables de 2 passes différentes. Ça n'a rien à voir, Erika. Votre passe, vous, c'est national, c'est ça? Oui, c'est national. C'est donc Bruxelles, Flandre et Wallonie. Ouais. C'est autre chose. Et nous, c'est pour un public national, tandis que eux, c'est plutôt peut-être les touristes, les gens qui font un city trip. Les touristes ou les Bruxellois, parce qu'encore une fois, les Bruxellois connaissent peut-être pas si bien que ça leur musée. On est toujours malin pour aller voir les musées ailleurs, hein, mais chez nous, finalement... Moi, je suis ravi de l'entendre. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ce reportage nous a montré que les musées, c'est aussi des lieux, ou je dirais même, c'est d'abord des lieux comme la Maison Anon, comme effectivement le musée Van Buren et d'autres musées aussi. C'est des murs, c'est une histoire. C'est important de conserver ça. Oui, c'est fondamental, mais à la base, c'est pas un musée, c'est une maison qui devient musée parce qu'elle est classée dans son intégralité, c'est vrai. Avec les différents éléments. Et donc même pour les visiteurs, c'est pas toujours évident de savoir s'ils rentrent chez quelqu'un. Certains pensent qu'ils rentrent chez des propriétaires privés, parce qu'on a décidé, par exemple, à la Maison Anon, d'appeler le nom du musée Maison Anon et pas Musée Anon. Ça a été une discussion pour ne pas tromper le visiteur qu'il était dans un temple neutre aujourd'hui, avec des œuvres d'art mises en valeur, mais là on rentre dans le tableau, on rentre dans l'œuvre d'art finalement. Et pas hôtel non plus, parce que là vous avez vous pouvez nous expliquer, c'est trop drôle, parce que ça s'appelait l'hôtel Anon avant ça. Alors oui, la commune de Saint-Gilles ne serait pas contente que j'explique ça. C'est pas grave. Ils vont boucher leurs oreilles, allez-y. En fait, c'est parce que l'Art Nouveau n'avait pas ses lettres de noblesse, on a appelé la Maison Anon hôtel Anon, hôtel particulier, pour vraiment gonfler un peu le projet, alors qu'en fait, d'un point de vue de l'architecture, il n'y a pas de porte cochère, il n'y a pas d'escalier de domestique. C'est ça. C'est une maison de maître. Et c'est un terme qu'on a un peu oublié, le terme maison de maître. C'est une maison de maître, comme plein sur l'avenue Bruckmann, tout simplement. Et maison était plus... passe dans toutes les langues. Hôtel, ça peut être un endroit où on réserve des nuitées. C'est sur booking.com, quoi. Exactement. Et ça peut prêter à confusion, d'autant qu'il y a un hôtel Anon à Nancy. Ah oui, d'accord. D'où vient la famille Anon, donc ça risquait d'encore être plus compliqué. Bien sûr. On y organise des expos aussi, on l'a vu à Van Buren, donc il y a ce qu'on appelle les collections et puis des expos qui ne sont pas permanentes, donc collections permanentes et puis expos. C'est pourquoi on fait des expos dans des musées au-delà des collections permanentes? Pour attirer un autre public, pour le faire vivre en fait, le faire respirer? Tout ça à la fois, oui, effectivement, pour dynamiser, je dirais même, on peut faire des expos même avec ces collections permanentes, pour dynamiser Allez, on chercher dans la cave, si je puis dire. Varier la visibilité des collections. Mais effectivement, le levier exposition sur un temps donné, sur le côté événementiel, permet de quand même lever l'attractivité du lieu, plus que de dire, voilà, vous allez voir les collections qui sont plus stables. Voilà, ça reste une manière d'attirer le public. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ces événements, le public irait moins, ou serait un peu... il se dirait, bon, on a déjà été, c'est toujours la même chose. Enfin, il y a un peu ça. C'est un enjeu. Oui. De toute façon, avec le pass musée, vous pouvez aller autant que vous voulez. Donc, on a beaucoup de visiteurs qui font des visites répétées. Mais donc, justement, c'est bien qu'on change de temps en temps. Il faut un peu varier. Mais c'est ça aussi, je veux dire, les expos, c'est important aussi pour renouveler.
Oui, là, je rejoins totalement mes collègues ici autour de la table. Évidemment, si on peut être passionné de musée, on ne va pas aller voir 10 fois la même chose, sauf si on est vraiment passionné d'une collection en particulier. Au musée d'automobile, le gars qui est fan de voitures, voilà, il y va souvent. Même là, il y a des expos. Hein. Oui. Ouais. Mais donc ça, c'est le contre-exemple. Mais du coup, quand on aime beaucoup de thématiques, on va aller voir des musées et s'il y a des nouvelles expositions, on va y retourner plus facilement. Bien sûr. Erika ? Et comme chez eux, par exemple, au musée d'Uxelles, il y a une telle riche collection, on peut beaucoup changer, on ne peut pas montrer tout à la fois. Donc. Il y a plus caché que évidemment, visible. Enfin, en tout cas, pour l'instant, oui. Caché parce qu'on est fermé pour le moment, mais dans l'absolu, oui, on a 15 000 œuvres à l'inventaire et en moyenne, quand on est ouvert et qu'on montre nos collections dans le parcours permanent, c'est 200 œuvres. Donc, vous voyez la proportion. Ah, complètement, oui. C'est comme l'iceberg. Exactement. Est-ce que il arrive d'exposer dans des musées de faire des expos avec des œuvres d'artistes vivants? C'est quelque chose qui... ou c'est d'office des artistes morts, je ne sais pas qui veut répondre. Oui. C'est même, dans notre cas, on a un musée certes avec une collection d'artistes pour beaucoup morts, voilà, mais avec aussi des artistes qui rentrent dans les collections et qui sont vivants. Et tout l'intérêt, en tout cas d'un musée au profil comme le nôtre, c'est de travailler un caractère transhistorique, c'est de faire dialoguer des collections anciennes avec l'art vivant et de les mettre en dialogue. Donc ça me semble primordial d'être sur les deux registres. Oui, tout à fait. Justement, donc dans un mois, la Maison Anon inaugure une exposition de rencontre entre un designeuse, artisan, artisane, c'est duo en résonance, pour justement associer l'artisanat au design contemporain dans un lieu qui a toujours eu ce double discours d'artisanat et de design, puisque c'est la même chose en définitive. Ouais. Ils sont payés, les artistes, dans ces cas-là? Ils sont rémunérés? Il y a un soutien à la création artistique, oui. Ici, c'est le cas c'est le fonds Sophina et Boel qui est hébergé par la Fondation Roi-Baudouin qui organise, qui prend cette initiative avec Wallonie Design et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ils sont payés, quoi. Ça fait justement partie des changements positifs, je dirais même post-Covid, de voir que les choses se structurent mieux qu'avant en termes de rémunération des artistes pour les expositions. Enfin voilà, il n'y a pas... comme avant, il y avait beaucoup le principe de c'est déjà très bien que vous soyez au musée, on vous offre une visibilité, oui, mais ça ne les fait pas vivre pour autant. Ouais. Donc c'est quelque chose qui se structure, je dirais, de manière vertueuse. Bon, tant mieux. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des obligations pour les musées? Obligations de gérer, par exemple, leur collection? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de leur mission, et aussi de la partager. Donc, oui, il y a plein d'obligations. Ce qui est très particulier à Bruxelles, c'est que chaque musée a son propre financement et que chacun a des pouvoirs subsidiants à ses propres règles. On va en parler, ça c'est Bruxelles et la Belgique. On peut faire une émission rien que là-dessus. S'il vous plaît. Ce serait très très long à expliquer. Mais donc il y a des contraintes. Mais donc gérer une collection avec soit des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit des communes, on va en parler parce que ça vous concerne. D'ailleurs, la Maison Anon, elle a été construite en 1902, elle a été achetée par la commune de Saint-Gilles en 1979, c'est ça? Les travaux ont coûté tout de même 600 000 € jusqu'ici. Oui. Ça monte, j'imagine, c'est pas fini. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme ça, non? Par rapport à d'autres chantiers et d'autres rénovations, c'est pas énorme. On a restauré la partie extérieure pour que les conditions de conservation soient optimales, et puis commencer à déployer les collections et continuer à restaurer progressivement. Ouais. Bon, il y a quand même, c'est classé, donc les châssis, les vitraux, tout ça, on peut pas faire n'importe quoi, j'imagine. Non, c'est dans les règles de l'art, mais il y a toujours des critères de restauration qu'on respecte aussi en fonction des enjeux contemporains, comme le climat et la passivité des bâtiments. Par exemple, à la Maison Anon, il n'y avait pas de vitre d'origine, donc on n'a eu aucun souci à remplacer le vitrage par des vitrages haute performance, parce que la question du réchauffement et du rejet inutile d'énergie et la question collective est une question collective. Ça va se poursuivre, hein. Vous l'avez dit, hein. Donc les travaux continuent jusqu'en 2030. Vous avez dit 2030, vous êtes sûr que ce sera 2030 Je vais tout faire pour que ce soit 2030, oui. C'est le bicentenaire de la Belgique et le centenaire de la mort des propriétaires. Donc pour nous, ça avait du sens d'arriver là-dessus, que 100 ans après leur disparition, la maison reste... Ouais, on est en 2024, ça nous paraît long quand même. Pourquoi c'est si long? On est en 25. Non, on est en 2025, oui. Déjà. On se réveille. Pourquoi c'est si long aussi, XL? Moi, j'habite pas loin du musée, je me dis chaque fois...
Voilà, pourquoi on a envie que ça ouvre. Enfin, des travaux, d'abord, on sait quand ça commence, puis voilà, c'est un processus complexe avec diverses problématiques, qu'elles soient techniques, qu'elles soient, si problématiques nouvelles techniques, ça devient un problème financier, des problèmes de responsabilité. Enfin, on a une lasagne de problématiques quand même assez intense, assez dense, qui fait qu'à un moment donné, ça peut être long pour plein de raisons. Et parfois des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Bien sûr. Ça, oui. Aujourd'hui, on parlait chiffres avec Grégory. Voilà, ici c'est 600 000. Chez nous, les travaux sont aujourd'hui à 12 millions. Ce qui est voilà, mais dans une optique de remettre le musée tout à fait à jour de tout. Non, on voit énormément de musées passer en phase de travaux. Faut dire que les musées ont été exploités avec beaucoup d'expos, avec un crescendo d'activités sur les dernières décennies, après-guerre en tout cas. Et à un moment, on met des sparadraps, et puis la logique sparadrap ne tient plus, comme les tunnels à Bruxelles. À un moment, on les arrête. Donc, vous connaissez bien les musées Erika en Belgique, c'est valable pour la plupart des musées, ça? Oui, absolument. Et comme Claire dit, en fait, si on a de l'argent pour les routes et pour les ponts, c'est aussi un devoir qu'on a de l'argent pour les musées, pour notre patrimoine. Ouais. Il y a des musées qui ont disparu. Alors, il y a le MIMA qui a disparu, mais ça, c'est pas une question de patrimoine. Il n'a pas disparu parce qu'ils n'ont pas fait faillite, ils sont fermés. Et ils cherchent des pistes de solutions. Donc, c'est pas... Voilà. On espère pour eux qu'ils vont trouver, parce que c'est un très bon musée. Les travaux, d'ailleurs, posent beaucoup de problèmes pour les musées à Bruxelles. Les travaux, vous voulez dire les travaux en dehors des musées, les travaux des routes et tout ça, les accès. Oui, tout à fait. Oui, que ce soit le chantier du Carrefour. Ça paraît incroyable d'ailleurs, c'est qu'un musée ait dû fermer à cause de travaux sur la route. Il n'y a pas que ça. Il y avait aussi, ils travaillaient beaucoup avec leur billetterie, mais il y avait aussi le fait qu'après les élections, il y a eu un flou politique et du coup, ils ne savaient pas vers qui se tourner pour avoir le soutien suffisant pour pouvoir traverser cette période difficile. Tiens, vous me tendez la perche, flou politique. Non mais... On est en plein flou politique, pas au niveau communal, voilà, c'est déjà ça. Hein. Pas au niveau fédéral, je vous regarde à chacun, c'est déjà ça aussi. Nous, on n'est pas subventionné structurellement, donc on n'a pour l'instant pas ce problème-là. Ouais. Mais on sait que pour les musées même, c'est difficile. Ouais, mais à la région, on n'a pas de gouvernement bruxellois pour l'instant, ou alors... J'ai mal entendu. Non, c'est très juste. Et alors, ça pose un problème pour les musées. Ça pose pas mal de problèmes, en fait. Concrètement concrètement, donc, quand on dépend de subsides, ce qui est le cas de la plupart des musées, mais qu'on les reçoive de la région directement pour une expo spécifiquement, qu'on les reçoive de la Vlaams Gemeenschap Commissie ou de la COCOF, tout ça dépend du même gouvernement, enfin de cette même formation du gouvernement, eh bien on n'a aucune idée sur l'avenir et on n'a surtout pas l'argent maintenant et pas les réponses. Et donc d'être dans ce flou et avec aucune perspective et ne sachant pas quelle direction la politique va prendre alors qu'on entend restrictions budgétaires, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On postpose nos campagnes de communication, le lancement d'une nouvelle exposition ou même la réflexion sur la création d'une nouvelle exposition. Ah ouais, à ce point-là. Et donc on commence déjà à sentir une baisse de fréquentation dans le secteur. C'est aussi une de nos missions, c'est d'analyser la fréquentation du secteur. Oui, donc tous ces musées, en fait, et tout ce patrimoine, c'est le hardware de notre pays. Bien sûr. C'est ça qui attire aussi les gens de partout. Donc il faut investir parce que ça remporte, comme Julien dit souvent. Ouais. Alors, il y a des musées fermés, donc on a parlé du MIMA, effectivement, le musée fin de siècle, cette partie-là en tout cas est fermée, on est d'accord, hein, je ne dis pas de bêtises. Le musée Wiertz aussi, pour l'instant, il est fermé, mais il va rouvrir, je crois, cet été, il me semble. Hein. Ils ont tout un plan, en fait, d'échelonnement, ils vont ouvrir et fermer l'un après l'autre. Il y a des soucis quand même d'horaire, ça c'est des services au public qui me l'ont signalé, il est fermé le week-end, par exemple, les jours de congés légaux, ces musées-là sont fermés aussi sur le temps de midi, donc c'est peut-être... Il faudrait peut-être corriger tout ça, non? Alors oui, mais ça c'est pas notre rôle. Non, je sais. La décision de chaque musée, et ça peut plus se gérer au niveau politique aussi. Ouais. Et donc nous on ne demande pas mieux qu'une politique, une vision politique claire et sur du long terme. Bien sûr. Un mot quand même sur le canal parce que tout le monde passe devant. Enfin tout le monde. Quand on va dans ce coin-là et on se demande aussi même chose, hein, chantier. Alors là, les chiffres c'est encore autre chose. Hein. Je vois vos yeux là, mais oui. On monte. Hein. Il y a Anon, puis il y a XL et puis alors il y a effectivement. Canal. Alors là, moi je les ai eus au téléphone, ça va rouvrir normalement en 2026, plutôt deuxième partie 2026. Donc, touchons du bois, je ne sais pas s'il y a du bois, mais on se rapproche tout doucement. Il y a une visite, pour ceux qui s'intéressent, une visite ouverte, publique du chantier, ça peut être intéressant. Ce sera le 25, notez bien, le 25, vous allez sur le site de
de Canal. Est-ce que les musées sont suffisamment interactifs, attentifs aussi aux innovations technologiques ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on ne peut pas contourner ces questionnements-là, parce qu'ils sont dans nos vies malgré nous. Et effectivement, capter les publics, c'est aussi s'interroger leurs attentes, sur leurs attentes en matière de positionnement sur le numérique, le digital. Si je prends notre cas, le fait d'être fermé, d'avoir le temps de réfléchir à cette matière, on prendra en compte des outils, enfin, on intègre des outils numériques pour la réouverture, genre une web app, des tables de découverte, des choses comme ça. Intelligence artificielle ? Pas jusque-là, peut-être à explorer. Ouais. On est vraiment seulement dans des explorations à ce stade pour les questions de traduction des textes, pour qu'ils soient, les cartels, qu'ils ne soient pas que en français, néerlandais, anglais, mais qu'ils puissent être largement plus diffusés. Chez vous aussi, on pense à ça quand même si voilà, c'est un truc un peu intouchable, mais... On y a pensé évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche avec le téléphone ? Une logique immersive. Quand on va dans une maison-musée, on est déjà dans cette logique immersive. Ouais. Les gens font des photos avec leur téléphone. Et finalement, on a commencé avec un guide papier pour très vite se rendre compte que les gens l'utilisaient en le mettant sous le bras. Parce qu'ils faisaient des photos. Dingue. Et donc, on est passé à l'audio guide. Et donc, on se rend compte que, par exemple, un audio guide gratuit sur téléphone en scannant un code QR fonctionne très bien. C'est ce qui se fait de plus en plus. Oui, et c'est très immersif du coup, et c'est peut-être pas plus mal. Ça permet aussi de canaliser le rythme des visiteurs, la durée de la visite. Mais l'intelligence artificielle, lui, on y pense évidemment, parce que là, en effet, on a des lettres des à non, il faut que ce soit accessible dans toutes les langues. Et là, il y a... Vous pensez quoi puisqu'on parle d'immersif, des expos immersifs, c'est la grande tendance en ce moment, Van Gogh, machin, Picasso, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? De la concurrence ou Le mot immersif est très souvent utilisé. Là, je pense qu'on parle des grosses expositions avec des gros fonds marketing, avec des entrées qui sont souvent plus chères que les musées. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une concurrence pour les musées ? Alors, ou pas, idéalement, ça ne devrait pas l'être. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des ponts qui soient créés entre les musées et ces expositions pour que ça bénéficie partout. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Sont souvent des sociétés qui cherchent la rentabilité, malheureusement, à faire ça. Alors, il faut bien sûr toujours trouver un compte financier, mais il y a moyen de le faire en partenariat avec les musées, je pense. Vous croyez qu'il y a moyen ? Il n'y a pas d'ouverture pour l'instant ? Oui, vous y croyez aussi ? Oui, je pense que je rejoins Julien. Je pense que si ça peut sensibiliser et se dire finalement, la prochaine fois, j'irai voir l'œuvre en vrai, in situ, et d'avoir une expérience exceptionnelle, d'avoir un rapport à une œuvre existante et de ne pas rester que dans l'immersion totale, tant mieux, mais ça veut dire qu'on doit un petit peu travailler parce que c'est ensemble, oui, c'est ça, parce que c'est un peu l'idéal, c'est ce que vous dites, mais je sais pas, Erika, vous y croyez, vous ? Je trouve aussi que c'est pas un but en soi d'avoir des expériences sensorielles, mais dans un musée où c'est bien intégré, par exemple, là, ça peut servir à mieux expliquer, à la médiation culturelle, donc on doit voir, ça va évoluer sans doute. Faut être moderne, c'est comme les nocturnes, c'est comme les nuits, Night Fever aussi, on va regarder quelques images, on n'a plus beaucoup de temps, mais du Night Fever, parce que ça déménage aussi dans les musées, ça attire les jeunes aussi, regardez. Ne vous laissez pas tromper par ce déhanché et ces quelques notes de musique, nous sommes bien ici, au musée de la BD. Là c'est génial, il y a juste à voir, les gens ils sont en train de faire un karaoké, c'est assez marrant, en train de se faire dessiner et tout. Une atmosphère particulière et nocturne qui semble ravir les Bruxellois et Bruxelloises, les touristes, mais aussi les nouveaux arrivants. Moi, je viens d'arriver en Belgique, à Bruxelles, et j'ai pas pu visiter trop de musées, et là, c'était vraiment l'occasion pour faire plein de trucs la soirée, puis c'est fun. On se promène un petit peu, on regarde un peu ce qui se passe, c'est assez agréable. En plus, il y a des activités qui sont proposées en plus des expositions, donc c'est assez sympa. 28 lieux sont ouverts au public durant cette Muséum Night Fever, avec, en plus des expositions, de nombreux partenariats avec des artistes locaux. On a organisé... Voilà, des artistes locaux, des partenariats, ça c'est l'avenir aussi. Ça génère beaucoup d'emplois, les musées, on n'en parle pas souvent de ça, mais... Ça tombe bien à vous demander parce qu'on vient de terminer une étude là-dessus. On a fait une en 2022 sur les emplois qu'il y a directement dans les musées qui sont basés en région de Bruxelles-Capitale, donc qui sont membres chez nous. C'est 3500 emplois directs. D'accord. Et là, on vient d'en terminer une autre sur les emplois indirects, c'est-à-dire avec les retombées économiques qui sont générées par les musées et les personnes qui travaillent quand il y a une nouvelle expo, dans le petit café d'en face, dans la librairie. Et c'est 1,77 fois plus
d'emplois qui sont créés pour chaque emploi qui existe dans les musées. C'est-à-dire qu'en gros, les musées font travailler à peu près 9000 personnes dans la région. Ça, il faut que la région, que les responsables entendent aussi. Il y a beaucoup d'employés dans le futur musée d'Ixelles. On aimerait le rêver. On est aujourd'hui à 15 personnes. On devra recruter pour ouvrir de manière effective billetterie, accueil, etc. Mais c'est pas encore tout à fait l'heure. Et pas que du bénévolat, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat aussi dans ce milieu, j'ai l'impression, non, Erika? Chez nous, en tout cas, pas. Parce que non, pas chez vous, hein, mais dans les musées, je parle. Oui, c'est vrai, c'est aussi très important, mais c'est quand même important que les musées, que ça soit honnête, en fait, et que les gens aussi se rendent compte que ça vaut quelque chose. Que ça vaut quelque chose d'y aller, que c'est un loisir tel qu'un autre qui est valable, et que là, on dépense aussi quelque chose. Avec ça, notamment, parce que ça, c'est une carte qui permet effectivement l'accès dans tous les musées de Belgique. Elle a un coût aussi, j'imagine que ce coût est reporté, ce prix est reporté pour la viabilité du musée. C'est important de savoir pour les gens. En fait, notre mission, c'est très clair et simple. On veut donc mener un maximum de gens au musée, et avec chaque visite qu'ils font, alors le musée reçoit une rétribution. Donc, on l'achète où? Très brièvement, on l'achète où, cette carte? On l'achète comment? Dans les musées même, en ligne, donc aussi chez Visit Brussels. Et on termine avec un chiffre positif, j'ai envie de terminer sur du positif. Les chiffres des musées bruxellois là, qui viennent de sortir, ils sont bons, ils sont positifs, ça va mieux. Depuis le Covid, on a mieux fait qu'avant le Covid. Donc je crois que les musées arrivent quand même à se réinventer, puisqu'effectivement, dans l'ensemble des musées membres, on a l'année passée et l'année précédente plus de 5 millions de visiteurs et visiteuses sur une seule année, ce qui est plus qu'en 2019. Allez, ça fait du bien quand même d'entendre un petit peu ça. Et c'est la semaine des musées belges. Donc allez-y, foncez au musée. On espère qu'il va pleuvoir. Non, pas trop. On peut aller au musée quand il fait beau aussi, notamment dans les jardins Van Buren. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous. On attend attentivement l'ouverture de votre musée. On ira à la Maison Anon et on ira visiter tous les musées bruxellois, musée d'Afrique peut-être, si on aime les frites. Et nous on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.